Mais on commence d'abord par Téhéran, explosion entendue ce samedi matin à la suite d'opérations conjointes israélo-américaines. Avec nous en ligne, Siavosh Ghazi. Bonjour Siavosh, quels sont les derniers éléments à votre disposition? Que pouvez-vous nous dire de la façon dont l'Iran se réveille ce samedi matin? Alors, il y a eu d'abord deux séries d'attaques à Téhéran. Tout d'abord, 5 ou 6 missiles qui ont été tirés, qui sont venus du nord de la capitale, et donc sont allés frapper le quartier où il y a la résidence du guide suprême iranien et la présidence de la République. On n'a pas d'informations sur leur état, s'ils ont été touchés ou pas. Si, par exemple, il y a eu des rumeurs comme quoi le président Pezeshkian aurait été touché dans ces frappes. Il y a eu en même temps, lors de cette première série de frappes, le ministère des Renseignements qui se trouve à l'est de Téhéran qui a été frappé également. Et puis ensuite, il y a eu une seconde série de frappes, des détonations beaucoup plus fortes qu'on a entendues, au moins 5 à l'est et à l'ouest de la capitale, mais on ne sait pas quels sites ont été visés là. Et puis aussi des frappes contre la ville de Qom. Pour l'instant, on ne sait pas si l'Iran va riposter, comme cela avait été dit depuis plusieurs semaines. Les responsables iraniens avaient dit que s'il y avait des frappes, des attaques contre l'Iran, l'Iran riposterait immédiatement, en prenant pour cible toutes les bases américaines dans la région. Le porte-avions Abraham Lincoln qui est donc stationné à quelques centaines de kilomètres des côtes iraniennes dans l'océan Indien, mais aussi le territoire israélien. Mais pour l'instant, la télévision d'État, qui est le seul moyen d'obtenir des informations pour l'instant de la part du pouvoir iranien, n'a donné aucune information sur une éventuelle frappe ou riposte iranienne. Siavosh, quelle est la réaction du côté de la population iranienne? Comment cela se passe à Téhéran, par exemple? Est-ce qu'il y a des mouvements de panique? Comment réagit la population? Il y a bien sûr des mouvements de panique. Samedi, c'est le premier jour de la semaine en Iran, et tout de suite, une demi-heure après, donc les premières frappes, il y a eu des embouteillages monstres qui se sont formés. Donc les gens soit rentrent chez eux, pour se mettre à l'abri, et les magasins sont fermés de plus en plus. Donc il y a un mouvement de panique parce que personne ne s'attendait à des frappes après les négociations qui se sont déroulées jeudi entre les délégations iraniennes et américaines à Genève, et surtout après le voyage du ministre omanais des Affaires étrangères aux États-Unis pour aller présenter lui-même aux responsables américains les progrès dans les discussions qui avaient eu lieu entre Iraniens et Américains. Et donc personne ne s'attendait, comme en juin dernier, à de telles frappes imminentes de la part des États-Unis et d'Israël. Pour l'instant, Siavosh, est-ce qu'on a une première indication de bilan matériel et humain? Non, il y a aucun bilan. Alors matériel, bien sûr, on sait que des bâtiments, il y a des grosses colonnes de fumée dans le centre de la capitale et à l'est de la capitale qu'on peut voir. Mais en ce qui concerne les victimes, on n'a aucune information donnée par les médias officiels, par la télévision officielle. On ne sait pas s'il y a des blessés ou des victimes dans les frappes, mais certainement parce que ce sont des zones de la présidence de la République, la résidence du guide suprême se situe au centre de la capitale, où il y a beaucoup d'immeubles d'habitation, et donc très certainement il y a des victimes, des blessés nombreux dans ces frappes, mais aussi dans les frappes qui ont eu lieu après à l'est et à l'ouest de Téhéran. On vous retrouve dans un instant, Siavosh Ghazi. Merci beaucoup pour ces explications. Je rejoins maintenant Mariam Piazadeh, journaliste à France 24, ancienne correspondante de France 24 à Téhéran. Bonjour Mariam. Que vous disent vos sources de la situation en Iran ce samedi matin? Information qui pourrait peut-être compléter ce que vient de nous dire Siavosh Ghazi. Écoutez, c'est l'incertitude. Effectivement, j'ai vu les explosions, qui ont vu les frappes, qui ont vu ces colonnes de fumée, notamment donc dans le sud-ouest de Téhéran, dans le quartier Pasteur, où se trouve une grande partie de l'appareil sécuritaire iranien,
dont le palais présidentiel de Massoud Pezeshkian et le Beit el-Habari, donc où vit le guide suprême Ali Khamenei. Donc maintenant, il n'y a plus aucun doute. Ce sont vraiment deux des personnalités qui ont été visées par les frappes israéliennes et américaines, puisqu'on sait maintenant que ce sont des frappes conjointes. Il y a une incertitude autour du sort de Massoud Pezeshkian. Est-ce qu'il aurait survécu à ces frappes ou non? Il semblerait pour l'instant que oui. En tout cas, il n'y a pas d'annonce de sa mort pour l'instant. Ali Khamenei, sur la chaîne Telegram de sa chaîne Telegram à lui, était indiqué qu'il ne se trouvait pas de toute façon à Téhéran au moment des frappes. Ali Khamenei sait qu'il est menacé depuis plusieurs mois maintenant, notamment depuis la guerre des 12 jours, et vit ces dernières semaines de manière cachée. Personne ne sait où il est vraiment, à part un cercle très restreint, et notamment il se trouverait dans des sous-sols, dans des tunnels, puisque là où est construit sa résidence, il y a une présence de nombreux tunnel. Mais en tout cas, il ne serait plus à Téhéran, selon sa chaîne Telegram. Voilà ce qu'on sait pour l'instant. Alors, du côté des personnes avec qui je peux parler à Téhéran, c'est de l'incertitude, évidemment, de savoir si ce sont des frappes qui vont s'arrêter là. Mais il n'y a pas qu'à Téhéran, vous l'avez dit. Il y a Ispahan, Rome, où se trouvent également des centres de commandement militaire, notamment des gardiens de la Révolution. Donc, incertitude très forte, effectivement, de la population iranienne qui ne sait pas ce qui va se passer dans les prochaines heures pour eux. Incertitude en Iran, mais ce qu'on peut dire, ce qui est certain, paradoxalement, Mariam Pierzadeh, c'est que finalement, ces frappes israélo-américaines constituent tout sauf une surprise. Non, bien sûr. Déjà, il y avait des signaux et des faisceaux très concordants dès hier soir, en fait. Moi je m'attendais à des frappes israéliennes, soit cette nuit, soit très tôt ce matin. Donc, il n'y a pas vraiment de surprise, en fait. Comme au mois de juin, par exemple, on a une surprise, mais là, il y avait quand même des faisceaux concordants, des vols qui reliaient Istanbul à Téhéran qui avaient été annulés, des messages qui avaient été adressés à la population israélienne pour qu'elle puisse se mettre à l'abri, et des mouvements, évidemment, militaires, notamment à l'aéroport Ben Gourion de Tel Aviv. Donc, voilà, une attaque semblait imminente. De toute façon, après la guerre des 12 jours, les Iraniens se préparaient à de nouvelles frappes, déjà au cœur de l'été 2025, puisque beaucoup m'avaient confié qu'ils avaient stocké de la nourriture au cas où des nouvelles frappes arriveraient. Sauf que là, on n'est plus en juin 2025, on est en février 2026. Il y a un mois, se sont déroulés les pires massacres jamais perpétrés contre la population iranienne, qui a manifesté de manière massive, comme jamais en 47 ans, les 8 et 9 janvier. Donc la colère est très très forte après la répression orchestrée par la République islamique. Et il ne faut pas oublier que depuis quasiment une semaine maintenant, dans les universités, il y a des manifestations très importantes étudiants, à tel point que les autorités ont décrété que désormais, jusqu'à la fin mars, jusqu'aux vacances du Nouvel An, du Nowruz, eh bien les cours se feront en présentiel. Donc ils ont très peur de cette contestation qui se poursuit, qui a repris. N'oublions pas que Donald Trump, au moment du 8 et 9 janvier, avant ces manifestations massives des Iraniens, avait promis de l'aide aux Iraniens en disant « reprenez vos institutions, l'aide arrive » pour finalement négocier avec le régime iranien, ce qui n'avait pas du tout été compris au sein de la société iranienne qui attendait cette aide. Donc là, on sent l'atmosphère totalement différente qu'au mois de juin 2025, où il y a eu un état en fait de stupéfaction, d'être attaqué par Israël, de ne pas savoir où aller se mettre à l'abri, une colère effectivement, mais là cette fois-ci, on sent que ces Iraniens attendaient ces frappes, les souhaitaient pour la plupart, et donc ils sont dans un autre état d'esprit. Je sens beaucoup moins de panique qu'au mois de juin dernier, par exemple. Et s'agissant du pouvoir iranien, Mariam Pierzadeh, de sa capacité à répondre, quelles sont-elles aujourd'hui ? Les capacités militaires iraniennes sont importantes, mais assez opaques pour l'instant, puisque on sait que la guerre des 12 jours a mis à mal au bout de 3 jours, le système de défense antiaérienne iranien, puisque au bout de 3 jours, l'armée israélienne pouvait bombarder à n'importe quel endroit en Iran sans rencontrer de résistance. Là, 9 mois après, ils ont pu reconstituer leur stock. Avant la guerre des 12 jours, on estimait ils étaient en possession de 2000 missiles environ. Là, ils ont pu reconstituer leur stock. N'oublions pas que Ali Larijani, qui est un conseiller très proche de Ali Khamenei, qui est en charge
de cet organe de sécurité nationale qui a été créé au lendemain de la guerre des 12 jours, a fait des allers-retours à Moscou pour y rencontrer Vladimir Poutine, qu'il y a des mouvements d'avions également vers la Biélorussie, vers la Russie. Est-ce que les Iraniens sont partis se fournir en armes? C'est tout à fait probable. Donc, ils ont une capacité de défense qui est certes inférieure, nettement inférieure aux Israéliens et nettement inférieure évidemment aux Américains. Mais les déclarations qui vont en ce sens des gardiens de la Révolution depuis plusieurs semaines, c'est qu'ils vont se battre et qu'ils vont répliquer. Ils pensaient même attaquer avant même d'être attaqués en légitime défense, indiquait-il. Finalement, ils ne l'ont pas fait. Mais il va y avoir des représailles, effectivement, de la part de la République islamique, qui est humiliée une nouvelle fois. Enfin, en tout cas comme ça qu'ils le perçoivent, et donc ils vont répliquer. Et c'est pour ça que l'espace aérien israélien est notamment fermé et qu'on appelle les Israéliens à se mettre à l'abri tout de suite. Et le fils du Shah d'Iran, Reza Pahlavi, déclare ce samedi matin que la victoire finale contre le régime de la République islamique est proche. Merci. Mariam, restez avec nous tout comme Siavosh. On va voir maintenant comment la situation évolue-t-elle du côté d'Israël. Israël où on est en état d'alerte maximale. Les écoles sont fermées, par exemple. L'espace aérien est fermé aux avions civils. Je vous propose d'écouter les explications de notre correspondante à Jérusalem, Noga Tarnopolsky. Elle nous expliquait il y a quelques minutes comment se présentait la situation ce matin. Nous savons seulement pour le moment que c'est une attaque conjointe, coordonnée, américano-israélienne contre l'Iran. Nous ne savons pas si c'est une déclaration de guerre officielle, certainement pas de la part des États-Unis qui ont très peu dit pour le moment. Et comme vous dites, Israël a été plongé dans un état d'urgence où tous les citoyens ont des ordres de rester près des abris anti-bombes. Il y a énormément de tensions dans le pays, mais pas comme l'Iran. Pour le moment, on ne voit pas les effets de la guerre. L'autre chose qu'il faut ajouter, c'est que Israël en ce moment est vraiment entouré par des actifs américains, une immense intensité d'activités militaires pour la protection d'Israël. Alors cette attaque conjointe d'aujourd'hui aurait possiblement pas dû nous avoir surprise. Et pendant ce temps, en Iran, Noga Tarnopolsky, information aussi qui nous arrive à l'instant, des explosions ont été entendues à Ispahan, à Qom et aussi dans une ville comme Kermanshah, selon l'agence Fars. En Israël, l'espace aérien a été fermé, Noga. Exactement, l'espace aérien a été fermé et plus que ça, le système éducatif a été fermé. Ni dimanche ni lundi, il n'y aura pas d'école ni d'université et moi j'attends au moins des ordres beaucoup plus détaillés. Nous savons déjà que c'est interdit de se réunir publiquement, plus que je crois que 15 personnes. Tout doit être fait en coordination avec les autorités de sécurité maintenant. Israël retourne vraiment à une situation d'anticipation de guerre, je dirais. Et selon le ministère israélien de la Défense, Noga, cette opération était préparée depuis des mois. Vous confirmez? Oui, on peut même confirmer ça avec nos informations sur France 24. Ça fait déjà quelques mois que nous reportions presque tous les jours des intenses préparatifs sans savoir à quoi ça allait aboutir. En même temps, on reportait aussi parallèlement sur les discussions, les négociations, les pourparlers continus entre les États-Unis et l'Iran, l'opposition israélienne à ces discussions, mais les deux choses allaient main en main. Même hier, nous avons écouté le président américain, excusez-moi, Donald Trump, disant qu'ils n'avaient pas encore décidé s'ils voulaient frapper contre l'Iran, mais que les discussions allaient continuer. Très vague, comme on a vu déjà quelques semaines. Mais il fallait toujours être prêt pour la possibilité d'une guerre imminente, absolument.
Et selon les autorités israéliennes, l'Iran a lancé des missiles en direction d'Israël. La défense antiaérienne se prépare à contrer ces missiles. On écoutera dans un instant Donald Trump qui demande aux Iraniens de s'emparer du pouvoir. Mais avant cela, je me tourne vers vous, Gauthier Rybinski. Bonjour Gauthier. Bonjour Philomé. Vous suivez la situation de très très près, évidemment. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire en termes d'analyse, de lecture de ce qu'il se passe ce matin? À quoi est-ce qu'on assiste au bout du compte, sachant que Mariam Pierzadeh l'a dit tout à l'heure, c'est tout sauf une surprise? Oui, exactement. C'est quelque chose qui a fait l'objet, tout du moins de cette dernière semaine, celle qui vient de s'écouler, d'une passe d'armes, mais plutôt orale et linguistique entre le régime iranien et notamment les États-Unis. Puisque la tentative que semble avoir voulu mener Téhéran était une tentative qui revenait un peu à circonvenir les États-Unis en leur disant « écoutez, on peut s'entendre ». On peut s'entendre parce que l'accord de Vienne de 2015, le JCPOA, a été pour nous, Iraniens, quelque chose de catastrophique. Mais j'ai bien compris que pour vous aussi, États-Unis, vous n'en avez pas vu la couleur, vous n'avez pas vu de dividendes de cette affaire. Donc entendons-nous, vous, Américains, et nous. De quoi s'agissait-il ? D'abord, d'accorder aux Américains des droits de prospection, aussi bien sur les hydrocarbures que sur les terres rares. Il y avait quelque chose de cet ordre-là qui était censé plaire à Donald Trump. Et en échange, évidemment, les Iraniens se seraient retrouvés dans une situation où ils acceptaient d'éliminer en fait tout ce qui était de l'uranium enrichi, de l'enrichissement d'uranium au-delà de 60%. Mais en revanche, ils restaient intraitables sur la question des missiles balistiques. Voilà où on en était. On s'est posé la question la semaine dernière de savoir si la première hypothèse n'était pas de nature soit à enthousiasmer Donald Trump, soit au contraire le braquer. Parce que quand les Iraniens prennent l'initiative, au lieu d'être, comme d'habitude, un peu confinés dans le coin et mis sur le banc de touche avec un couteau éventuellement sous la gorge, là, ils avaient changé de tactique. Et la question qui s'est posée, c'était de savoir si Trump allait y aller, d'autant que la plus récente, l'une des plus récentes de ses déclarations, je crois que c'était lors de l'État de l'Union, notamment le discours sur l'État de l'Union, il a dit non, je n'irai pas je privilégie la diplomatie. Alors on sait ce que ça veut dire, ce genre de phrase, je privilégie telle solution, mais quand ça ne marche pas, j'ai recours à une autre. Simplement, ce qu'on a vécu ces derniers jours, c'était une forme d'approchement à la fois technique, sur des questions qui sont censées intéresser les États-Unis, sur des questions d'exploitation de terres rares, et en même temps cette sorte de tactique nouvelle de l'Iran qui aurait consisté à ne plus seulement se braquer face aux revendications américaines, mais avoir une certaine marge de manœuvre. Dernier point très rapidement, l'attitude d'Israël, bien sûr. Israël était extrêmement, comme d'habitude, est extrêmement inquiet dès qu'il perçoit quelque chose qui ressemble à un rapprochement entre États-Unis et Téhéran. Est-ce qu'Israël a pesé à nouveau dans la balance en disant on ne peut pas admettre ça. Nous voulons qu'il y ait au moins l'éradication totale du matériel et des matériaux servant à l'enrichissement. Ça, c'était l'objectif, c'est toujours l'objectif d'Israël. Et puis, vous avez de temps en temps aussi ce discours, aussi bien du côté israélien qu'américain, qui prétend s'adresser à la population iranienne en lui disant « Vous êtes une grande population, vous méritez la liberté ». C'est l'un des rares cas où ces deux dirigeants emploient ce type de langage. Trump. Gauthier Rybinski, qui a demandé aux Iraniens de s'emparer du pouvoir. Il a parlé dans la nuit de vendredi à samedi, le président américain. Il a expliqué les objectifs de cette opération qui vise, selon lui, à protéger le peuple américain en éliminant les menaces du régime iranien. Fin de citation. Je vous propose d'écouter ce qu'a dit Donald Trump. On se retrouve dans quelques secondes pour l'éclairage, le commentaire, l'analyse de Gauthier Rybinski, mais aussi de notre invité Anthony Samrani qui se trouve à Beyrouth. Notre objectif est de défendre le peuple américain en éliminant les menaces imminentes que représente le régime iranien, un groupe vicieux d'individus cruels et odieux. Leurs activités menaçantes mettent directement en danger les États-Unis, nos troupes, nos bases à l'étranger et nos alliés à travers le monde.
Je me tourne maintenant vers Anthony Samrani, rédacteur en chef du quotidien libanais L'Orient le Jour. Merci beaucoup, monsieur, pour votre patience. Vous avez suivi, évidemment, tout comme nous, ces développements concernant l'Iran et Israël ce matin. On a entendu, Anthony Samrani, corrigez-moi si je me trompe, le Premier ministre libanais dire que le Liban n'allait pas se laisser entraîner dans une aventure contraire à ses intérêts. À qui s'adresse-t-il, à votre avis ? Bonjour, c'est évident, je pense qu'il s'adresse au Hezbollah. Le Hezbollah menace depuis plusieurs jours de participer si les frappes posaient une menace existentielle contre le régime iranien. Lorsque l'on écoute le discours de Donald Trump ce matin, on écoute plusieurs choses. Un, une volonté de justifier son intervention auprès du public américain. Deux, le fait de préciser des cibles assez opérationnelles, c'est-à-dire on va détruire les sites nucléaires, on va détruire les stocks de missiles, on va détruire la marine iranienne. Et trois, un appel à la population iranienne à venir faire tomber le régime une fois cette opération terminée. Et cet appel-là en particulier et le fait de cibler des personnalités de premier rang au sein du régime va être interprété par tout l'axe iranien comme une menace existentielle qui, en théorie, justifie leur intervention. Ensuite, la question, c'est est-ce que le Hezbollah, même si l'Iran lui en donnait l'ordre, a les moyens aujourd'hui d'intervenir? Et là-dessus, cela dépend bien évidemment de ce qui lui reste en termes de missiles, en termes de capacité d'action. C'est-à-dire, est-ce qu'il est capable aujourd'hui de poser une menace suffisamment importante dans le cadre d'une conflagration régionale pour justifier une opération qui serait clairement une opération suicide. Anthony Samrani, vu du Liban, comment est-ce qu'on voit aujourd'hui cette opération israélo-américaine visant Téhéran? Le Liban qui, je le rappelle, subit à longueur de temps, quasi quotidiennement, des opérations menées par Israël. Vu du Liban, on le voit de plusieurs façons. Premièrement, il y a la peur d'être embarqué dans ce conflit, alors que le Liban sort à peine de la dernière guerre entre Israël et le Hezbollah. On rappelle qu'en juin dernier, lorsqu'Israël avait attaqué l'Iran, le Hezbollah était resté à l'écart de ce conflit parce qu'il estimait à l'époque notamment que le conflit n'était pas existentiel. Ensuite, en fonction des affiliations et des affinités politiques, il y a des divisions fortes au sein de la population libanaise, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui voient une opportunité d'en finir enfin avec le régime iranien et ce qui affaiblirait considérablement le Hezbollah au Liban. Et il y en a d'autres qui voient au contraire la consécration de l'hégémonie israélienne sur la région, qui a des conséquences directes avec des frappes quotidiennes sur le Liban. Je pense qu'en réalité, c'est un peu les deux que nous sommes en train de vivre. Nous sommes dans une phase où nous avons à la fois ce que j'appellerais les effets du nouveau Moyen-Orient. Et les effets du nouvel Moyen-Orient, c'est cette hégémonie israélienne qui lui permet d'intervenir en partenariat avec son allié américain un peu partout dans la région et d'être un facteur fort de déstabilisation. Et en même temps, les résidus de l'ancien Moyen-Orient, et les résidus de l'ancien Moyen-Orient, c'est ce régime iranien qui a causé énormément de tort à la région et notamment au Liban via son principal allié, le Hezbollah. Merci beaucoup, Anthony Samrani, rédacteur en chef du quotidien libanais L'Orient le Jour. Merci beaucoup. Je me retourne vers vous, Gauthier Ribinski. À l'instant, Benjamin Netanyahou déclare que Washington et Israël ont lancé une opération contre la menace existentielle que représente l'Iran. J'ai envie de vous demander déjà une réaction à ce qu'a dit Anthony Samrani. Et puis, quand on parle de cette menace-là, à quoi ressemble-t-elle concrètement? Alors, d'abord, pour la première question, et ce que disait notre invité qui est très juste, il y a une question subsidiaire qui se pose, et notamment pour le Hezbollah, et qui, bien sûr, par ricochet, touche l'Iran. On a bien vu ces derniers temps, ces 2 dernières années, on va dire, que le Hezbollah n'a pas vraiment été secouru par l'Iran, par le parrain iranien. Alors qu'il était en difficulté, souvenez-vous de l'affaire des pagers piégés par Israël, la quasi-totalité de la direction du Hezbollah, tout du moins en ce qui concerne son aspect politique, a été détruite, a été décimée. Ça fait lourd dans la balance parce que ça veut dire que pour le Hezbollah, le parrain qui est censé venir en aide
en cas de besoin, eh bien, ne l'a pas fait, et que de ce fait-là, les militants et l'organisation du Hezbollah peut légitimement se demander si elle a renvoyé l'ascenseur. Ça a été le cas aussi à propos de la chute de Bachar el-Assad, où les Iraniens n'ont pas pu faire grand-chose. Bref, ce fameux arc dont on a souvent parlé, que Téhéran souhaitait appeler de ses voeux, c'est-à-dire Téhéran, Bagdad, Damas, Beyrouth, arc chiite, s'il en est, eh bien tout ça finalement n'a pas joué très fort dans la défense des différentes unités proxy, on va dire, qui étaient attaquées, pas plus que d'ailleurs pour la maison mère, si j'ose dire aussi, c'est-à-dire l'Iran. Et là, de ce fait-là, vous avez une considération sur l'attaque et la justification par Israël des États-Unis qui est toujours dans un vocabulaire qui reste à interpréter, c'est-à-dire des frappes limitées, mais sur des sites qui posent des problèmes existentiels. Donc ça veut dire que est-ce qu'on s'est vraiment attaqué cette fois-ci, ce coup-ci, à des installations centrales du dispositif nucléaire iranien ou du dispositif balistique, puisque c'est celui qui pose le plus problème aujourd'hui, y compris dans le cadre de négociations. Merci Gauthier Ribinski. Pour ceux qui viennent de nous rejoindre, information de ce samedi matin. Attaque conjointe Israël-États-Unis contre l'Iran ce samedi matin, annonce faite dans un premier temps par le ministère israélien de la Défense, confirmée par Donald Trump, selon lequel cette opération vise, je cite, à protéger le peuple américain en éliminant la menace du régime iranien. Fin de citation. Des explosions ont été entendues dans le centre de Téhéran, là où réside notamment le guide suprême iranien, l'ayatollah Ali Khamenei. Il n'était pas à Téhéran à ce moment précis, il aurait été transféré dans un endroit sûr. Le sort, en revanche, du président iranien Massoud Pezeshkian est beaucoup plus incertain. Il serait sain et sauf selon certains médias. Des explosions ont aussi été entendues dans d'autres villes. Je vous propose d'écouter ce que nous disait tout à l'heure de cette situation notre correspondant à Téhéran, Siavosh Ghazi. Nous l'écouterons dans quelques instants. Restez avec nous. France 24, l'édition spéciale continue. Merci beaucoup de votre fidélité à nos chaînes, où que vous soyez dans le monde.